Bonjour, je suis Nicolas, membre du DSC Paris 1 de Viens-Vincennes et je suis aujourd'hui chez Guillaume Sacriste, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 1 et auteur, parmi d'autres, d'une proposition de traité pour la démocratisation de la zone euro et de l'Europe en général. Nous sommes ici pour discuter un peu de France et d'Europe. Et donc, comme première question, Guillaume, j'aimerais savoir, à votre avis, euh, en quoi on aurait besoin d'un espace démocratique à l'échelle européenne? D'accord. Je vous remercie de cette question. Je suis content de pouvoir vous répondre, de pouvoir répondre à Diem et de pouvoir aussi peut-être exposer un peu certaines des idées que nous avons. Je pense que la réponse principale que je peux faire à cette question, qui est absolument essentielle, c'est le fait que finalement la construction européenne, sans doute, depuis quasiment son début, ou assez rapidement en fait, a enlevé certaines marges d'autonomie aux gouvernements nationaux, notamment dans le domaine économique, puisque la construction européenne s'est faite d'abord dans le domaine économique, a enlevé des compétences en matière commerciale, a enlevé des compétences en matière d'interventionnisme autour de la réglementation des aides d'État, par exemple, dans le cadre de la politique de concurrence, et puis plus récemment, et de manière sans doute encore plus décisive, a enlevé des compétences en matière monétaire des États qui ont plus la main depuis la construction et la construction de l'euro. Euh, et du coup, il me semble que de ce point de vue, la construction européenne a donc progressivement participé à l'évidement du politique au niveau national, à priver les espaces politiques nationaux, les puissances publiques nationales, de leur capacité de définition du politique, encadrés qu'ils sont par les réglementations européennes et la construction d'un espace supranational puissant. Et puis en même temps, donc évidemment du politique et de la démocratie du coup au niveau national, et on n'a pas récupéré ce qu'on a perdu au niveau national, on l'a pas récupéré au niveau européen. Aucun espace démocratique n'est venu compenser, au niveau européen, n'est venu compenser la perte du pouvoir et de la construction des démocraties dans les espaces nationaux. Au contraire, ce qu'on a eu depuis le début de la construction européenne, très largement, et renforcé euh, sans doute depuis Maastricht, et encore un peu davantage depuis la crise de 2008, c'est un renforcement des exécutifs nationaux, un renforcement des exécutifs très concentré autour de réseaux d'exécutifs nationaux et européens, qu'on retrouve tout particulièrement dans la structure de gouvernance économique actuelle de la zone euro et de l'Europe, où aucun espace de discussion démocratique n'a émergé. Et du coup, finalement, ce avec quoi on a affaire aujourd'hui, c'est un espace complètement clos, sans aucune publicité, sans aucun vote même. Hein. Vous savez qu'on ne sait pas très bien comment les décisions sont prises au sein de l'Eurogroupe sur les destinées économiques des États européens. Donc on a besoin de démocratie pour essayer de compenser cette construction maintenant pluridécinale, euh, très peu démocratique, adémocratique très largement. Merci beaucoup. Et donc, quoi faire pour injecter de la démocratie dans les institutions européennes telles qu'elles sont? Faut-il disons, les raser et les reconstruire totalement, ou est-ce qu'il y a des marges pour
comment dire, modifier les arrangements institutionnels tels qu'ils existent? Ouais, c'est bien sûr, c'est bien sûr la question. Alors nous, bien sûr, notre réponse, c'est que sans doute il y a des marges. Il y a des marges, mais en même temps, on est dans une situation de crise dont on n'a peut-être pas pris complètement la mesure, et dont on n'a pas complètement pris la mesure dans les instances européennes. Tout particulièrement aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de refermer une phase, hein, que ce serait la fin de la crise économique et financière, que la croissance reviendrait en Europe, et que finalement, ce qu'on avait pensé pouvoir ouvrir à un moment, un certain nombre de boîtes noires, en réformant l'Europe au moment le plus saillant de la crise, et ben finalement, cette période est derrière nous, et du coup on peut continuer quasiment comme on le faisait jusqu'à présent. Nous, on pense bien sûr qu'on est encore en situation de crise. Cette crise, elle est sans doute à la fois économique dans le sens où la crise de 2008 a montré la fragilité structurelle de la zone euro, donc ça c'est une fragilité économique, et puis aussi bien sûr c'est une fragilité politique due à la montée, à la permanence des populistes partout en Europe, comme vous le savez, et puis confortés d'une certaine manière par le Brexit et la possibilité maintenant de voir se déliter de fait la construction européenne. Nous, on pense qu'il y a des marges de manœuvre, et on pense surtout qu'il serait irréaliste d'imaginer qu'on peut du jour au lendemain reconstruire complètement l'Europe. La déconstruire, c'est très facile, ce serait très facile. Mais reconstruire un ensemble institutionnel, politique cohérent sur les ruines de ce qu'on aurait détruit, ça, ce serait beaucoup plus difficile. Alors du coup, on fait en partie avec ce qu'on a, en partie dans le rapport de force actuel, en partie dans la situation politique actuelle, et d'une certaine manière, ça a des côtés insatisfaisants. Ce qu'on propose, c'est insatisfaisant. Mais en même temps, on pense que ça peut permettre de créer des leviers qui modifient assez fondamentalement la construction européenne telle qu'elle va aujourd'hui, et qui peut du coup construire un cheminement historique et dévier la trajectoire historique en quelque sorte de l'Union européenne telle qu'elle va aujourd'hui. Notre proposition principale, du coup, dans ce livre, puisque je peux en venir peut-être à ça, c'est la création d'une assemblée de la zone euro, une assemblée nouvelle, dirait-on, une assemblée composée à la fois de parlementaires nationaux et de parlementaires européens, qui aurait pour but de contrôler l'Eurogroupe, de contrôler la gouvernance économique, disons, de la zone euro, donc par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la concentration des pouvoirs exécutifs dans cette zone euro, et qui aurait la capacité de voter un budget de la zone euro, et qui aurait le dernier mot sur le vote de ce budget. Ce budget étant abondé essentiellement par un impôt sur le bénéfice des sociétés, mais on pourrait penser à d'autres ressources propres fiscales pour abonder ce budget. Et sur la base de ce budget, l'idée c'est de pouvoir construire des politiques de relance, des politiques d'investissement de long terme dans des domaines qui seraient à définir très largement, mais qui ont à voir avec la reconversion écologique par exemple, la modification des équilibres énergétiques en Europe, qui aurait à voir avec l'enseignement supérieur et la recherche, le développement de ces éléments, qui aurait à voir aussi avec l'établissement de standards sociaux au sein de la zone euro, contraignant. Vous savez qu'aujourd'hui le problème en Europe c'est le fait que ça n'est pas contraignant, pour les politiques qui seraient menées dans ce cadre comme complémentaires de celles de l'Union européenne. Et donc on aurait là un processus
un processus de démocratisation, selon nous, relativement fort de l'Europe, avec peut-être un dernier point, l'idée que on propose une assemblée parlementaire parce que l'idée c'est de pouvoir structurer un espace politique transnational, les parlementaires pouvant être des relais efficaces. C'est le pari qu'on fait, à contresens d'une certaine manière, le pari qu'on fait, relais efficace de la société civile et relais nécessaire, même aujourd'hui dans la post-démocratie et peut-être surtout dans cette post-démocratie qu'on nous organise, relais nécessaire de la société civile. Voilà. Très bien. Merci à vous, Guillaume. Dernière question bonus très rapidement. Donc, intégration européenne, un idéal moral, une nécessité politique, ou les deux? Les deux, les deux, les deux, idéal, idéal moral parce que nécessité politique ou nécessité politique parce qu'idéal moral, idéal moral parce que je crois que in fine, ce qui est en jeu dans la construction européenne, c'est malgré tout la préservation d'un certain nombre de valeurs civilisationnelles qui se sont développées tout particulièrement dans un espace géographique qui a à voir avec l'Europe, disons, que un certain nombre de ces valeurs autour de l'humanisme notamment peuvent être mises en cause, peuvent être contestées à l'intérieur de l'Europe et hors de l'Europe, et que la construction européenne est sans doute de ce point de vue-là le seul projet politique à même de conserver, de sauvegarder cet idéal humaniste de doute scientifique également, de doute et de recherche pour le progrès social. Merci beaucoup à vous, Guillaume, pour cet entretien que vous nous avez accordé. Et nous espérons avoir d'autres occasions pour discuter et débattre dans les futurs. Je le souhaite vraiment vivement parce que je pense qu'il y a beaucoup de points de convergence et que malgré tout, on a aussi des choses à vous apporter. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir et carpe diem.